Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Vanessa pour l'organisation de cette série de webinaires. Merci au CRUGEF en fait de nous inviter puis de nous permettre en fait de pouvoir se rassembler en formule Zoom pour l'instant étant donné les mesures sanitaires actuelles. Je me présente, je m'appelle Kevin Lavoie, je suis professeur adjoint à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval à Québec et j'ai avec moi aussi, on va être les deux co-animateurs, co-animatrices, ma collègue Isabelle Côté. Donc, merci. Je m'appelle Isabelle Côté. Je suis professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Et donc, Isabelle et moi, on vous a concocté un petit programme. Puis, ce que je voudrais mentionner au départ, en fait, comme amorce, c'est que la série de webinaires, en fait, s'inscrit dans la foulée la publication d'un ouvrage qu'Isabelle et moi, on a co-dirigé avec une collègue, René-Pierre Trottier-Cyr, qui est paru récemment, 2020, ça vient toujours de sortir, un livre collectif, en fait, sur la recherche centrée sur l'enfant, publié aux presses de l'Université Laval. Alors, la série de webinaires dans laquelle nous, c'est le premier, en fait, puis c'est une amorce, on veut amorcer le sujet, proposer une introduction. Donc, c'était vraiment un travail collectif qu'on a fait avec des collègues, des auteurs et des autrices à travers la francophonie. En fait, on a rassemblé 17 chapitres dans 3 sections différentes, qu'on les a un petit peu répartis comme ça, selon les enjeux et les considérations éthiques. On a également des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent au travail de terrain puis la posture de recherche auprès des enfants. Puis enfin, les techniques et les stratégies de recherche. Alors, c'est des travaux, en fait, qui sont au Québec, en France, en Belgique, en Suisse notamment, dans différentes disciplines également, en travail social, psychologie, psychoéducation, sciences infirmières, anthropologie, sociologie. Bref, ça montre en fait un engouement pour la recherche centrée sur l'enfant. Puis je pense qu'on peut le voir également aujourd'hui avec le nombre d'inscriptions au webinaire. Toute cette série-là, en fait, je pense qu'il y a un intérêt concernant les devis de recherche dans le domaine de la recherche sociale notamment, pour la recherche avec ou auprès des enfants. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, Isabelle et moi, en fait, ça va être un webinaire d'1 heure, un survol, une amorce, comme je vous mentionnais, puis on est guidé par 3 objectifs. D'abord, je vais prendre la parole pour quelques minutes pour vous présenter les fondements épistémologiques, c'est-à-dire en fait la construction des savoirs en recherche sociale, et vous présenter brièvement les principes de base concernant la recherche centrée sur l'enfant. Ensuite, ma collègue Isabelle reprend la parole, puis elle va identifier avec vous les enjeux éthiques et les considérations méthodologiques que soulève la recherche centrée sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête, nos préoccupations, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place également de façon très pratico-pratique avec des exemples concrets. Puis enfin, on va se garder un petit moment, quelques minutes, là, pour vous présenter un exemple concret d'un outil de restitution, de diffusion de connaissances qu'on a fait dans le cadre d'une recherche sur la diversité familiale qui a été dirigée par Isabelle. Alors voilà pour le programme d'aujourd'hui. J'enchaîne tout de suite en fait que la recherche centrée sur l'enfant en fait s'inscrit dans un contexte global qu'on observe depuis dans les 20 dernières années. La place des enfants dans les décisions qui les concernent directement, leur droit à la prise de parole est de plus en plus reconnu. On l'observe entre autres dans le domaine de l'intervention, lorsqu'on parle par exemple du meilleur intérêt de l'enfant, dans la protection de la jeunesse également, la place de l'enfant et sa parole concernant les décisions qui les concernent sont de plus en plus un objet de préoccupation par les santé services sociaux notamment. Et tout ça, en fait, puis c'est aussi tendre l'oreille, puis être à l'écoute de son point de vue sur sa propre expérience. Tout ça également, ça a été officialisé à travers la ratification de la Convention relative aux droits des enfants des Nations unies en 89. Donc, ça montre vraiment, sur le plan à l'échelle internationale, une préoccupation de la part des jeunes personnes mineures. Je vous parle de l'intervention, mais également, on observe le même phénomène dans le domaine de la recherche. Aussi, en recherche sociale, on a observé, encore une fois, dans les 20 dernières années, un tournant dit interactionnisme à travers les interactions adultes-enfants ou enfants dans son environnement, dans un champ disciplinaire appelé des études sur l'enfance, les Childhood Studies. Et on a vu en fait un tournant, un virage, qu'on passe de la recherche traditionnelle, qu'on qualifie de plus positiviste, sur les enfants, vers des formes de recherche davantage compréhensives, interprétatives avec les enfants. Ce petit changement-là de mots est évocateur puis signifie beaucoup de choses sur le plan épistémologique, sur les enfants ou avec les enfants. D'ailleurs, justement, c'est ce que je voulais vous mentionner en termes de principes de base. Lorsqu'on parle de la recherche centrée sur l'enfant, avec eux ou auprès des enfants, il y a 3 principes qui nous guident.
D'abord, on reconnaît la légitimité du point de vue des enfants dans la construction des savoirs. Les enfants ont quelque chose à nous dire, il faut les écouter, puis il faut également se doter de moyens pour accueillir leurs paroles, d'où le titre du webinaire d'aujourd'hui. Puis c'est surtout également que cette parole-là a une légitimité, a quelque chose à dire, mais c'est valable également, c'est reconnu. Puis, en termes de pertinence, de croisement de savoir, de croisement de perspective, ça a un apport certain dans la construction des connaissances. Deuxième principe, c'est que les recherches, en fait, on est guidé par un souci de bienveillance, comme nous, comme chercheurs, chercheuses, par rapport au bien-être des jeunes. Puis enfin, le troisième principe, c'est la reconnaissance et le respect de leur agentivité. Donc, leur pouvoir d'agir, leur principe également décisionnel, pouvoir assentir au projet de recherche, par exemple, contribuer à l'élaboration de vie, montrer leurs limites et tout ça. Donc, l'agentivité est au cœur d'une démarche qui se revendique de centrer sur l'enfant. Ces trois principes-là, lorsqu'on les a en tête, puis qu'on veut s'inscrire dans une telle démarche, en fait, ça nous permet de déjouer un piège, le piège de l'adultisme. Je m'explique, en fait, c'est que, et si je reprends les mots, en fait, d'une collègue, Caroline Caron, en fait, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, qui définit l'adultisme, en fait, comme étant une attitude stéréotypée qui produit et maintient des rapports dichotomiques, adulte-enfant, et des rapports hiérarchisés, enfant-adulte, entre les jeunes et les adultes, comme je mentionnais, puis ça exprime, en fait, l'adultisme, une attitude condescendante et paternaliste à l'endroit des jeunes, comme le fait de parler, de décider à leur place sans les consulter, puis en faisant fi de leur point de vue. Mais lorsqu'on s'inscrit dans une recherche centrée sur l'enfant, on tente de désamorcer ce piège-là qui, mine de rien, dans nos devis, dans les considérations éthiques, dans nos façons de faire également, dans les cadres institutionnels, parfois on tombe dans ce piège-là sans même s'en rendre compte, selon quand on va capter leurs paroles ou un peu déformer leurs propos ou en disant peut-être que les enfants sont trop jeunes pour vraiment pouvoir participer à un projet de recherche. Donc, ce qu'on propose avec la recherche centrée sur l'enfant, c'est un renversement de perspective pour mettre la parole des jeunes au cœur de l'analyse. Maintenant, une fois que c'est dit, en termes de construction de savoir, ben ça, c'est le début d'une belle démarche de réflexivité. Ça implique différentes pratiques, différentes postures au sein de l'équipe de recherche. Et là, je reprends en fait les travaux d'Abrard et Siddiq qui ont fait un petit découpage, en fait, qu'on peut raffiner, bien entendu, mais je pense que ça sert bien le propos pour une amorce comme un webinaire introductif pour aujourd'hui. L'implication des enfants et des jeunes en recherche sociale, en fait, on peut les décliner sur un continuum de participation sociale. D'un côté, dans un extrême, il y a les enfants conceptualisés comme des objets de recherche. Puis, dans l'autre bout, dans l'autre pôle du continuum, ça va être des enfants considérés comme des co-chercheurs et co-chercheuses. Brièvement, et ça dénote en fait d'un niveau d'implication qui varie, qui se différencie. Les enfants comme objet de recherche, en fait, on va faire la recherche sur les enfants. Parfois également, ils sont impliqués, mais c'est plutôt une participation de façade. Ils sont davantage tokenisés dans le processus de recherche. Malgré l'engouement de la recherche centrée sur l'enfant, puis la popularité également des démarches comme ça, ce qu'on remarque en fait, c'est que la vaste majorité des recherches avec les enfants sont davantage dans ce pôle-là de recherche. Les enfants sont considérés comme des objets de recherche. Il y a eu, entre autres, une méta-analyse proposée par Main et Hewitt qui mentionnait que c'est environ 65% des travaux de recherche qui sont dans cette posture-là en termes de pratique de recherche. Ensuite, il y a des postures, des implications mitoyennes, en fait, des enfants comme sujet de recherche ou l'enfant comme acteur social. C'est un peu similaire quand même. L'enfant comme sujet de recherche, davantage dans une perspective en psychologie, entre autres, qui va faire en sorte que le point de vue de l'enfant est sollicité, qui est valorisé également, mais dont la participation va être tributaire de son âge. Sur le plan en termes, on va considérer en termes de le développement cognitif, la maturité, tout ça des enjeux, des facteurs qui vont être pris en considération. L'enfant comme acteur social, davantage dans une perspective sociologique, montre l'enfant en fait comme un individu autonome qui possède sa propre compréhension du monde, puis qu'on peut contribuer à la construction des savoirs. Puis, dans le dernier pôle, en fait, les enfants comme co-chercheurs, co-chercheuses, une nouvelle donnée, donc une application active dans toutes les étapes du processus de recherche, de l'élaboration du devis
l'élaboration également des outils de collecte de données, dans la passation également des entrevues ou des questionnaires, jusque dans l'analyse et la restitution des résultats. Toutes ces formes de pratiques-là, en fait, existent en cours dans le domaine de la recherche scientifique. Et notre ouvrage de la recherche centrée sur l'enfant, en fait, vous avez des exemples dans les 17 chapitres que je mentionnais tantôt. En fait, vous avez des illustrations concrètes de chacune de ces pratiques-là. Des pratiques, en fait, qui soulèvent des enjeux éthiques, des considérations méthodologiques. Et pour la suite, en fait, du webinaire, c'est ce qu'on vous propose comme discussion. Et là, je passe la parole à ma collègue Isabelle pour vous parler de tout ça. Donc, merci, Kevin. Donc, on va aborder quelques enjeux éthiques. Évidemment, on va faire un survol et quelques considérations méthodologiques qui sont les plus souvent entendues là, dans ce type de protocole de recherche-là. Donc, en termes d'enjeux éthiques, on va aborder les relations de pouvoir, les notions de consentement, d'assentiment, de participation à la recherche et les notions de confidentialité. Au niveau des relations de pouvoir, donc la position d'autorité entre les adultes et les enfants, évidemment, fait en sorte que les jeunes sont vulnérables quant au déséquilibre de pouvoir qui est inhérent, en fait, à la relation entre un chercheur et un enfant. Et le déséquilibre est amplifié souvent quand on conduit des projets de recherche dans des milieux qui valorisent beaucoup l'obéissance des enfants, par exemple en milieu scolaire ou encore en milieu médical, où les enfants sont socialisés à se conformer aux exigences des adultes à leur endroit. Et évidemment, dans ces contextes-là, ça fait en sorte que les enfants peuvent avoir plus de difficultés à dire non aux chercheurs, par exemple, ou à pas vouloir participer au projet de recherche par crainte d'impolitesse ou encore par crainte de lui déplaire, ou encore vont avoir tendance à plus souvent agir de telle sorte à plaire aux chercheurs là, pour éviter une réaction négative de sa part. Donc, c'est important de mettre en place une relation qui va se distinguer d'une relation d'autorité, particulièrement dans ces milieux-là, quand on fait de la recherche avec des enfants. Donc, un des éléments qui est important de faire, c'est de déjouer le piège de l'adultisme dont Kevin a parlé tout à l'heure. Donc, ça signifie d'accepter les enfants comme ils sont, d'éviter de formuler des hypothèses de départ quant à leur capacité. Par exemple, en disant ils sont trop jeunes pour comprendre la tâche ou encore si on les aborde sur ce sujet-là, ça va les bouleverser, c'est trop difficile pour eux de discuter de ces sujets-là. Accueillir sans jugement les pratiques et les idées enfantines, évidemment, donc les prendre dans leur vision du monde telle qu'elle est et d'interagir avec les enfants dans un contexte de jeu. Il y a d'autres pratiques aussi qu'on retrouve, notamment l'adaptation, évidemment, du langage pour le rendre accessible aux enfants. S'habiller informellement aussi, c'est important d'éviter d'arriver habillé trop formellement, ce qui peut effectivement rendre l'enfant plus inconfortable ou plus dans une relation hiérarchisée. Prendre le temps d'établir une relation de confiance aussi. Donc, quand on arrive avec un enfant, prendre le temps de lui poser des questions par rapport à lui ou par rapport à elle. C'est quoi ton jeu préféré? Qui sont tes meilleurs amis? Es-tu content que l'été arrive? Etc., etc. Ou encore, aimes-tu la tarte aux pommes? Mais peu importe, l'idée ici, c'est de voir à discuter avec l'enfant autrement et de s'intéresser à l'enfant pour ce qu'il ou elle est. Et faire en sorte aussi que la recherche se déroule dans un environnement familier tout en créant une ambiance amusante et ludique. L'autre chose aussi, c'est que les relations de pouvoir, les dynamiques de pouvoir existent aussi entre les enfants, puis il faut pas nier ça non plus. Par exemple, le processus de recherche n'est pas neutre, puis il va valoriser certains enfants au détriment d'autres. Par exemple, surtout dans les protocoles de groupe, on va voir ça. Par exemple, les enfants qui sont plus extrovertis, les enfants qui ont une plus grande confiance en eux, qui ont une plus grande capacité d'expression, par exemple, vont être plus susceptibles d'être valorisés par les chercheurs, d'être recrutés dans les projets de recherche, mais en groupe vont être plus souvent susceptibles d'être, comment je pourrais dire, pointés par les chercheurs pour s'exprimer. Alors, quand on fait de la recherche avec des enfants, surtout dans des protocoles de groupe, il faut valoriser l'ensemble des participations et d'éviter d'antagoniser ou en tout cas de maintenir des relations de pouvoir entre les enfants eux-mêmes et de donner la parole aux enfants qui ont une voix plutôt silencieuse. Au niveau du consentement et de l'assentiment, de quoi qu'on parle exactement? Donc, au Québec, le consentement à la recherche se fait dès l'âge de 14 ans, si la recherche est évaluée, évidemment, à risque minimal, parce que si elle est évaluée à risque supérieur à minimal, il se peut que certains
certains comités d'éthique et de la recherche exigent le consentement parental. Mais généralement, à partir de 14 ans, les enfants peuvent participer, alors que 13 ans et moins, le consentement de l'autorité parentale ou des parents ou des tuteurs légaux doit être donné pour que l'enfant puisse participer à la recherche. Toutefois, les bonnes pratiques vont être de demander quand même à l'enfant son assentiment à participer et donc de s'assurer que l'enfant comprenne la valeur de sa participation, que ce soit lui ou elle qui décide de participer. Donc, dans un contexte où l'enfant va décider de ne pas participer à la recherche alors que son parent dit oui, c'est important de prendre la parole de l'enfant et d'accepter le refus là, malgré l'autorisation parentale. Donc, l'obtention de l'assentiment ou du consentement du jeune qui est apte à le faire se fonde sur 4 principes généraux. Premièrement, ça va impliquer un acte explicite, comme un accord verbal ou un accord écrit. Donc, c'est important de demander verbalement à l'enfant, est-ce que tu acceptes de participer à mon projet de recherche? Ou encore, demander à l'enfant de signer une lettre qu'on va avoir créée exprès pour lui, là, pour lui expliquer les tenants et aboutissants de son assentiment, qui sont, en fait, d'expliquer la nature, les objectifs, les procédures, les avantages et inconvénients de la participation. Et surtout, c'est de la responsabilité de l'adulte de s'assurer que l'enfant comprend. Donc, ce n'est pas que d'expliquer ça, mais bien de revenir avec l'enfant. Par exemple, tu vois, si tu participes à mon projet de recherche, l'avantage, c'est que ça va te donner l'occasion d'exprimer ton point de vue. Mais il peut y avoir un inconvénient, ça se peut qu'on parle de choses qui te fassent moins plaisir. Et là, à ce moment-là, c'est important de dire qu'est-ce que tu comprends de ce que je viens de t'expliquer. Donc, pour s'assurer que l'enfant a bien compris. Donc, on le fait régulièrement lors de l'explication de l'assentiment. Évidemment, l'assentiment, le consentement doit être donné sans contrainte. L'enfant doit être rassuré qu'il va déplaire à personne s'il dit non, qu'il va avoir aucune conséquence, que les adultes autour de lui vont pas être déçus ou fâchés. Et c'est renégociable en cours de processus. C'est-à-dire que c'est important de s'assurer que les signes non-verbaux de dissentiment, l'enfant qui soupire, qui regarde au plafond, qui bouge beaucoup, qui dit « c'est long, est-ce que ça va être encore long? » C'est important de prendre ça comme un refus de participer, donc un retrait du consentement. Et nous, Kevin et moi, dans le cadre de nos projets, ce qu'on fait, c'est qu'en cours de route, on va régulièrement renégocier le consentement en disant, par exemple, tu m'as beaucoup aidé jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé ensemble, mais là, j'ai encore des questions. Est-ce que ça te tente de continuer? Et l'enfant est libre de dire oui ou non, et ça arrive là que l'enfant dit non, et puis on arrête le processus à ce moment-là. Donc, les méthodes visuelles peuvent être mobilisées pour faciliter l'intégration de ces éléments-là et rendre l'information accessible pour les enfants. Et dans notre livre, le chapitre 6 présente une méthodologie et des outils super clairs, très bien expliqués et validés dans le cadre de nombreuses recherches, là, si vous avez un intérêt par rapport à ça. Aussi, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale peut être parfois difficile à obtenir, surtout dans des contextes litigieux, par exemple, lorsqu'on va interroger les enfants sur la violence intrafamiliale ou encore, par exemple, en situation de conflit sévère de séparation. Pourtant, c'est important de recueillir quand même la parole des enfants ou des adolescents dans ce contexte-là parce que leur point de vue peut permettre, par exemple, de bonifier les pratiques ou de bonifier les connaissances sur le sujet. Mais les parents pourraient être réticents à donner leur consentement pour éviter que l'enfant témoigne de trucs qui se passent à la maison. Dans ce contexte-là, il y a différentes méthodes qui peuvent être mises en place pour contourner, en fait, ces difficultés-là. Et encore une fois, le chapitre 3 et 4 dans l'ouvrage du livre pour celles et ceux qui sont confrontés à ces situations-là va être super soutenant pour vous. La confidentialité. Donc, un des enjeux qui est fréquemment mentionné dans les écrits scientifiques, évidemment, c'est les paramètres qui sont liés à la confidentialité. Les parents peuvent être curieux, s'attendre de savoir ce qui s'est passé dans le processus de recherche, puis souvent, c'est fait de façon subtile. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini avec l'enfant, le parent peut nous aborder en disant hey, « ça a bien été? Est-ce qu'il a bien fait ça? Est-ce qu'il a bien répondu aux questions? » C'est pas nécessairement mal intentionné, c'est par désir de plaire, c'est par désir de s'assurer que l'enfant s'est bien posé, s'est bien comporté. Souvent, c'est par désir de voir son enfant impliqué dans le projet, mais des fois, il peut questionner l'enfant devant nous, ce qui place le chercheur dans une situation qui peut être délicate. Puis, qu'est-ce que tu as répondu à la madame ou qu'est-ce que tu as répondu aux questions qu'on t'a posées, par exemple. Et c'est important de pouvoir contourner la curiosité des parents, tout le moins en disant des trucs comme « ça s'est bien passé, on a eu du plaisir », mais en changeant un peu de sujet, tout en restant vague sur le contenu, à moins que l'enfant, évidemment, lui-même ou elle-même est toujours libre
évidemment, de partager ça à son parent. La question de la divulgation en cas de compromission au niveau de la confidentialité, évidemment, ça fait consensus. C'est encadré par plusieurs balises, notamment au Québec par la loi de la protection de la jeunesse, là, qui oblige le signalement aux autorités compétentes quand il y a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré compromis. Et évidemment, le processus de recherche en fait pas exception. Par contre, ce qui est plus litigieux, souvent, c'est la divulgation en contexte de difficultés qui impliquent pas nécessairement une compromission. Par exemple, un enfant qui vit un conflit sévère avec un ami à l'école, par exemple, et qui, pour une raison ou pour une autre, veut pas en parler à un adulte qui serait susceptible de l'aider. Donc, ça nous place parfois devant le dilemme de savoir est-ce qu'on doit ou non dévoiler cette information-là. Pourquoi on voudrait dévoiler cette information-là? Qu'est-ce qui fait que des chercheurs, des fois, souhaitent dévoiler des situations non litigieuses? La première, c'est apaiser sa propre anxiété d'adulte devant une situation où l'enfant semble manifestement avoir de la difficulté ou avoir de la peine. Le refus, évidemment, d'endosser la responsabilité advenant que la situation se détériore. La sympathie aussi envers l'enfant et surtout la conviction que le problème est facile à régler si seulement un adulte pouvait prendre la responsabilité de la situation. Donc, si la plupart des chercheurs conviennent qu'il y a des limites à la confidentialité, tout le monde ne s'entend pas vraiment sur la façon de procéder pour dévoiler des situations non litigieuses. Encore une fois, là, je parle de situations non litigieuses. Mais ce qui sont les bonnes données qui sont vraiment établies, c'est que le jeune ou l'enfant doit être partie prenante de la dénonciation et cette dénonciation doit avoir lieu avec son accord. Il faut qu'il y ait des procédures spécifiques mises en place pour inciter le jeune à demander de l'aide à l'équipe de recherche, par exemple, si l'enfant en a besoin. Partager notre inquiétude aux jeunes en l'incitant à demander de l'aide. Et évidemment, encore une fois, je le répète, c'est notre responsabilité comme chercheur à dénoncer toute situation de compromission. Là, je veux être vraiment claire par rapport à ça. Nous, dans nos projets de recherche, Kevin et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on va expliquer aux jeunes que tout ce qu'il va nous dire va être gardé entre nous, que lui ou elle est libre, par exemple, d'en parler à qui il veut, à ses parents, des amis, il peut en parler, mais que nous, on va garder ça entre nous, sauf si on a des raisons de croire, par exemple, qu'il est en danger ou qu'il a besoin d'aide. Que là, on va être obligé de demander l'aide d'un adulte ou d'une adulte qui est susceptible de nous aider à régler la situation. Quand il n'y a pas de difficulté particulière au niveau de la compromission, à la fin de l'entrevue, on va dire, tout à l'heure, tu m'as parlé de cette situation-là. Tu m'as dit qu'il y avait un ami à l'école qui avait craché sur toi, par exemple, pour parler d'une situation qu'on a vécue. Ça t'a fait de la peine et là, tu ne sais pas comment faire avec cette situation-là. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire là, pour t'aider à régler la situation? Et on met avec l'enfant un filet de sécurité autour de lui. On fait un plan de match, en fait, pour l'aider à régler la situation. Et ça nous arrive de rappeler l'enfant quelques jours plus tard pour voir si la situation est résorbée ou s'il y a besoin d'aide supplémentaire. Donc, on va s'entendre avec l'enfant ou l'adolescent en disant, je vais te rappeler dans 2-3 jours, puis je vais regarder avec toi si la situation a besoin d'être réglée. Et à ce moment-là, on fait ça et jusqu'à présent, la situation a toujours été réglée. Et finalement, le corollaire de la confidentialité, c'est l'anonymat. Donc, dans les projets de recherche, les comités d'éthique et nous-mêmes, on va s'entendre qu'on va anonymiser les données, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire le nom de l'enfant. Mais certains enfants trouvent ça injuste parce qu'ils sont fiers de participer au projet de recherche, aimeraient que leur nom soit dévoilé. C'est particulièrement le cas dans les projets de recherche où les enfants sont co-chercheurs. À ce moment-là, ça pose plus d'enjeux en termes d'anonymat, surtout quand les enfants co-écrivent des textes avec les chercheurs. Donc, quel nom on met? Est-ce qu'on garde leur nom leur vrai nom ou non, ou est-ce qu'on garde un nom anonyme? Kevin et moi, ça nous est déjà arrivé là, en remettant des résultats vulgarisés aux enfants qu'on rencontre, d'avoir des enfants qui nous répondent « C'est moi qui ai dit cet extrait-là, c'est moi qui ai dit ça, pourquoi tu n'as pas mis mon nom comme tel, puis pourquoi tu m'as appelé avec un autre nom? » Et nous, on s'en tient à ça pour l'instant, là, à ne pas mettre le nom des enfants comme tel, mais ça peut être sujet à caution. Donc, maintenant, au niveau des considérations méthodologiques, on va aborder les questions de recrutement, la modalité des techniques de collecte de données, on va parler des incitatifs à participation et la restitution des résultats de recherche aux jeunes participants là, en présentant, comme on vous a dit tout à l'heure, une vidéo. Donc, le recrutement.
Il y a différentes difficultés d'accès lors du recrutement et un des enjeux principaux est lié aux gatekeepers ou les gardes-barrières en français, c'est-à-dire les adultes qui vont permettre l'accès au terrain de recherche ou aux enfants eux-mêmes. Donc, comme gatekeepers, on a évidemment les parents, mais on a aussi les personnes qui travaillent en milieu scolaire là, lorsqu'on veut faire des projets de recherche dans les écoles ou encore évidemment les comités d'éthique et de la recherche là, qui sont aussi des gardes-barrières importants. Ça peut faire en sorte que certains gatekeepers vont craindre de laisser les enfants rencontrer les équipes de recherche. D'autres vont exiger des amendements en amont du projet de recherche, comme les comités d'éthique et à la recherche, par exemple, qui vont évaluer les projets de recherche et qui vont demander très souvent des amendements. Par contre, il ne faut pas voir les gatekeepers comme étant des personnes qui restreignent l'accès, mais bien comme des alliés qui vont donner accès au terrain de recherche, qui vont nous donner des informations précieuses pour justement maximiser les retombées de notre projet de recherche. Donc, ils vont nous indiquer les meilleurs moments pour maximiser le recrutement, ils vont nous aider à mieux comprendre certaines sensibilités propres à la catégorie d'enfants ciblés ou favoriser l'établissement du lien de confiance entre les enfants et les chercheurs. Donc, on peut mettre en place différentes stratégies pour assurer la collaboration avec les gatekeepers, notamment de prendre le temps d'établir un lien de confiance, prendre le temps d'expliquer les objectifs du projet de recherche, les finalités aussi, pourquoi c'est important de rencontrer les enfants, ce qu'on fait peu souvent en tant que chercheur, rendre compte des compétences de l'équipe de recherche et de nos compétences en termes de recherche auprès des enfants particulièrement. Évidemment, écouter les inquiétudes, rassurer et rendre accessible, ce qu'on fait aussi très peu, les résultats de recherche dans une forme vulgarisée pour démontrer en fait les résultats, les retombées concrètes des résultats. Un autre élément lié au recrutement, c'est la difficulté de rejoindre des enfants ou des jeunes qui sont davantage discriminés ou moins souvent entendus. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une catégorie de type d'enfants qu'on va rejoindre habituellement. Et les enfants qui sont en situation de précarité économique, les enfants autochtones, racisés, en situation de handicap, issus de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres, sont très peu présents dans les projets de recherche, à moins que ces projets-là ne portent spécifiquement sur ces enjeux-là. Mais quand c'est des enjeux qui sont plus généraux, par exemple, le rapport des enfants à l'école, on va avoir tendance à valoriser le groupe d'enfants dont je parlais tout à l'heure, des enfants qui sont plus extravertis, plus grande capacité de communication, des enfants souvent plus favorisés économiquement. Et en termes de retombées, ben, on se prive en fait d'une grande catégorie d'enfants qui peuvent nous apporter un autre point de vue sur notre objet de recherche. Et évidemment, ben, dans un souci de justice et d'inclusion sociale, c'est important d'avoir la parole de ces enfants-là également. Au niveau des techniques de recherche, évidemment, si les méthodes utilisées pour la recherche conduite auprès des enfants sont les mêmes que celles utilisées auprès des adultes, par exemple les entrevues, l'observation participante, les groupes focus, etc., là, c'est les mêmes techniques. Évidemment, il faut les adapter pour être plus en phase avec le développement cognitif, les habiletés sociales ou les intérêts des enfants. C'est utile aussi de jumeler ces méthodes-là à une activité centrée sur la tâche, par exemple comme le dessin ou la peinture ou des petites figurines que l'enfant peut manipuler. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les enfants sont plus à l'aise avec les chercheurs quand il y a un médium qui va moduler la rencontre entre le chercheur et l'enfant. Donc, en utilisant ces objets-là, ça fait en sorte que l'enfant est plus à même, en fait, de parler ou de répondre aux questions des adultes. Ça facilite la relation de confiance, ça sert d'intermédiaire et ça rend le processus de recherche moins formel, évidemment plus intéressant. Un des enjeux qui est très important, c'est que les plus jeunes, surtout les plus jeunes, mais l'ensemble des enfants peuvent être portés à donner n'importe quelle réponse à une question mal comprise, de crainte de donner la mauvaise réponse. Et ça, c'est important de rassurer l'enfant dès le départ que si on le rencontre lui ou elle, c'est parce que c'est lui ou elle l'expert qui nous intéresse, l'expert sur la situation qui nous intéresse. Donc, on leur rassure dès le départ qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, qu'il ne peut jamais se tromper, en fait, qu'il n'y a pas de réponse qu'il peut donner qui vont déplaire à l'adulte et qui peut évidemment poser toutes les questions qu'il veut si jamais il y a de la difficulté à comprendre ce qu'on lui demande. Donc, en recentrant l'enfant sur sa propre expertise, ce que ça fait, c'est que ça lui enlève de la pression et ça valorise encore une fois sa participation et le lien de confiance entre le chercheur et l'enfant.
Reconnaître concrètement la participation, c'est quelque chose qui est un peu litigieux dans les écrits sur le sujet, à savoir est-ce que les incitatifs à participation valorisent la participation ou au contraire contraignent le consentement. Et évidemment, ça, c'est un enjeu pour lequel certains comités d'éthique se positionnent ou se questionnent de façon importante et sur lequel il faut réfléchir, en fait, avant de choisir un ou l'autre des moyens si on décide d'y aller. Donc, il y a 4 types de moyens couramment utilisés. Le premier, c'est le remboursement qui vise à défrayer les coûts directs de participation, par exemple, donner l'étiquette d'autobus aux adolescents qui viendraient nous rencontrer, ou encore rembourser le transport des parents. Évidemment, c'est une forme de paiement qui n'est pas litigieuse, qui n'est pas sujette à caution. Ensuite, il y a l'indemnisation, qui est une forme de paiement compensatoire qui vise à dédommager les enfants pour le temps et les efforts consacrés à prendre part au projet de recherche et pour les désagréments qui peuvent découler. Il y a la gratification, qui sont des petits cadeaux, en fait, ou des cartes cadeaux qui vont être remises à l'enfant, mais après la rencontre de recherche. Donc, l'enfant n'est pas informé au préalable qu'il va avoir la gratification. Il est seulement à la fin ou lors de l'arrêt de sa participation, lorsqu'il retire son consentement en cours de protocole, par exemple, ou à la fin du protocole. C'est à ce moment-là que l'enfant a le cadeau. Ça participe d'une logique de contre-don en disant à l'enfant un peu, tu m'as beaucoup aidé avec mon projet de recherche, donc je voudrais t'offrir une récompense pour te remercier de m'avoir aidé. Et donc, ça fait aussi peu sujet, c'est peu litigieux dans la littérature. Ce qui est plus litigieux, c'est les incitatifs à la participation, c'est-à-dire d'annoncer à l'avance à l'enfant ou à l'adolescent qu'il va avoir un gain à la participation. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les protocoles de recherche à risque plus que minimal, par exemple en protocole de recherche en milieu médical, les enfants ont tendance à accepter des risques beaucoup plus grands si on leur donne un incitatif que si on leur en donne pas. Donc, dans un contexte comme celui-là, on est mieux d'aller avec une gratification pour éviter de contraindre le consentement, parce que plusieurs recherches ont démontré qu'effectivement, ça a cet effet-là. Et finalement, la restitution des résultats, c'est un mécanisme qui est évidemment très courant en recherche avec les adultes, mais ça reste plus marginal dans la recherche centrée auprès des enfants. Pour favoriser l'accessibilité des résultats de recherche, il y a plusieurs mécanismes de diffusion qui sont suggérés, notamment les méthodes visuelles, les publications web ou les cours vidéo. TikTok, par exemple, actuellement, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à la recherche centrée auprès de l'enfant qui vont faire des cours vidéo avec des enfants qui vont permettre de rendre compte des résultats de recherche en très courts clips de 15, 20, 30 secondes téléchargés sur cette plateforme-là qui est très courue par les enfants. L'implication, évidemment, des enfants dans le choix des mécanismes de diffusion est fortement suggérée, non seulement parce que les enfants peuvent aider à s'assurer que le message est compréhensible, mais aussi, évidemment, commenter l'efficacité du médium retenu pour l'intérêt des enfants. D'ailleurs, le prochain vidéo qu'on va vous présenter, c'est des enfants qui nous avaient suggéré ça à l'époque parce que c'était une modalité qui était très utilisée sur YouTube. Donc, je cède la parole à Kevin. Oui, justement, on voulait conclure le webinaire d'aujourd'hui, Isabelle et moi, avec une illustration concrète d'un outil qui peut être déployé, qui peut être créé pour rendre compte des résultats de recherche aux enfants eux-mêmes qui ont participé, puis également plus largement à l'ensemble des enfants qui pourraient être interpellés. Ce qu'on vous propose, en fait, ça va être un court vidéo qui dure 5 minutes à peu près, qu'on a rencontré, en fait, c'est les résultats d'une recherche menée par Isabelle et des collègues concernant la diversité familiale. En fait, on voulait recueillir les récits des enfants concernant la constellation familiale. On a rencontré des enfants de 3 configurations. Les enfants qui ont 2 mamans, donc les familles lesbo-parentales au Québec, avec un donneur connu, un homme qui a accepté de faire un don, en fait, pour que les mères puissent fonder leur famille. Premier cas de figure. Ensuite, il y a aussi des enfants dans un moindre nombre, en fait, avec 2 papas puis une femme porteuse, également dans le contexte de gestation pour autrui. Puis enfin, des enfants qui ont été adoptés par des parents québécois dans le contexte programme Banque Mix à travers une adoption locale au Québec. Donc, c'est leurs propos, en fait, qu'on recueillait par rapport à les gens qui t'entourent. Toi, comme enfant, tu es au cœur donc tu es expert de la situation. Puis on voudrait savoir qui t'entoure dans ton entourage en termes de parents, la famille, les amis, puis également les autres personnes significatives. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques du devis de recherche, mais juste vous proposer tout de suite, en fait, le visionnement de la vidéo. Comme je vous disais, un petit 5 minutes, puis après ça, on va pouvoir conclure
Le webinaire d'aujourd'hui avec vos questions, vos préoccupations, puis une période d'échange d'environ 20 minutes pour la fin. Alors, bon visionnement, puis on se retrouve dans 5 minutes. Les gens qui m'entourent, la famille. Avant, quand on voulait savoir ce que les enfants pensaient de leur famille, on demandait à leurs parents. Et on pensait que les adultes étaient capables de nous dire ce qu'il y avait dans la tête des enfants et d'écrire leur histoire à leur place. Ben non! Nous, les adultes, là, on avait tout faux. Il fallait demander aux enfants. C'est pourquoi c'est toi. C'est toi qui as été choisi parce que c'est toi le véritable expert de la situation. Voilà déjà quelques temps, tu as été invité à participer au projet de recherche de Kevin, de René-Pierre, d'Isabelle et de Geneviève. On a rencontré toutes sortes d'experts comme toi. Des plus petits, des plus grands, des garçons, des filles. Au total, 31 experts d'un peu partout au Québec ont accepté de participer au projet. Tu sais, les enfants et les adultes, ça s'exprime pas tout à fait de la même façon. Si les adultes aiment bien les mots, les enfants préfèrent les activités, le dessin. Alors, pour t'aider à partager ton expertise, on est allé chez toi et on t'a invité à remplir une carte intitulée « Les gens qui m'entourent ». On a rencontré des enfants de toutes sortes de familles. Il y en a qui avaient 2 mamans, 2 papas, un papa et une maman, ou qui considéraient plusieurs adultes comme leurs parents. Il y a certains enfants qui vivaient avec leurs parents dans la même maison et d'autres qui avaient 2 maisons. Il y a plein de façons de fonder une famille. Voici ce que toi, tu nous as raconté. Pour certaines familles, les mamans ont reçu la graine de vie d'un monsieur. Grâce à ce petit cadeau, l'une des mamans a porté le bébé dans son ventre pour ensuite lui donner naissance. Ce même monsieur qui a offert ces graines de vie peut aussi être un papa. Donc pour toi, un donneur, ça peut être un père biologique ou un papa. Pour d'autres familles, les papas ont demandé à une gentille madame de les aider en portant un bébé dans son ventre. Parce que tu nous as bien expliqué que 2 papas, ça peut pas faire des bébés ensemble. Tu nous as expliqué que cette madame-là, c'est une mère porteuse. Après la naissance du bébé, ses papas s'en occupent et en prennent bien soin. Il y a aussi des enfants qui étaient dans le ventre d'une madame qui ne pouvait plus en prendre soin. Alors, ces enfants-là ont été adoptés par des nouveaux parents. Des nouveaux parents qui sont venus te chercher pour que tu fasses partie de leur famille et pour prendre bien soin de toi. La famille, c'est pas juste tes parents. Il y a parfois aussi des frères, des sœurs, des demi-beaux-pères, des demi-demi-frères, la famille de ta sœur, tes tontons, papy, grand-maman, mamie, grand-papa. Ça en fait du monde, ça. Mais tu sais, peu importe la façon dont tu es né, d'où tu viens et quel âge tu as, tu nous as appris qu'une famille, c'est des personnes qui vivent dans la même maison, des gens qui s'aiment, des gens qui se réconfortent, des gens qui s'aident aussi. Une famille, c'est aussi des parents qui guérissent des bobos, des parents qui doivent éduquer leurs enfants et, des parents qui parfois font de la discipline. Dans une famille, là, il n'y a pas juste des adultes et des enfants, voyons donc. Il peut aussi avoir Pépette le chat, Clairon le chien, Nemo le poisson rouge et même Biquette l'âne. Ce qui est certain, c'est que plus on se voit souvent, plus on s'aime. Wow! Ce que tu nous as raconté, c'était tellement intéressant. Grâce à toi, aux 30 autres experts du Québec et à l'équipe des 4 chercheurs, on a fait quelque chose de super important. On a construit les connaissances sur les familles du Québec. Pour ta grande générosité, on te dit un gros merci. Psst. Tu nous as aussi parlé des amis. Ça t'intéresse? Manque pas la prochaine capsule sur l'amitié.
Le vidéo, il est disponible sur YouTube. On l'a téléchargé là pour être utilisé par la suite, mais c'est juste pour vous montrer, si vous regardez la vidéo du début, ça suit tout à fait le mode de diffusion scientifique. C'est-à-dire qu'on va revenir sur la problématique, ensuite on va expliquer la procédure de recherche, ensuite on va faire part de l'échantillon, ensuite on va aller vers les résultats. Les résultats arrivent au moment où c'est quoi un donneur, la mère porteuse, l'adoption, c'est quoi l'adoption. Donc ça, c'est vraiment ce que les enfants nous ont dit, c'est quoi chacun de ces éléments-là. Et ensuite, on arrive avec, c'est quoi pour toi une famille? Ben, on a ça, des gens qui s'aiment, des gens qui soignent des bobos, des gens qui donnent des parents qui punissent et qui élèvent les enfants. Mais aussi, on a voulu faire un clin d'œil à une petite chouette qui avait mis, parce que tous les enfants ont mis leurs animaux, en fait, dans leur famille. Mais une petite chouette, elle avait mis un âne parce qu'elle habite sur une ferme, puis il y a des ânes, dont un qu'elle apprécie particulièrement. Puis elle l'avait mis sur sa cartographie. Donc, c'est à elle qu'on a envoyé un petit clin d'œil en faisant ça. Et ensuite, on arrive là vers la conclusion, vers l'ouverture à d'autres choses. Donc, l'amitié, nos enfants nous ont appris des choses sur l'amitié là, qui ouvraient à d'autres choses. Et donc, ce vidéo-là qui est transcrit aux enfants, on a exactement la même chose, mais dans un article qu'on vient de publier dans la Revue canadienne de services sociaux, en fait, donc qui s'adresse à un public scientifique, mais qui reprend, grosso modo, des éléments qu'on a pris avec les enfants. Pardon, pas dans celui-là, dans Devenir, je veux dire, une revue française dans Devenir, Kevin qui me dit oui. Donc, dans Devenir, qui reprend exactement les mêmes éléments qu'on a là, mais évidemment pour un public scientifique. Donc, les vidéos ont été envoyées directement à chacun des enfants avec son nom directement. Et ça a été beaucoup apprécié aussi, puis ça a fait en même temps office de contre-don tout à l'heure quand je parlais de gratification. Donc, parce que tu m'as beaucoup aidé, je vais produire quelque chose pour toi. Et on a redonné ça aux enfants. Donc, Kevin, si tu as d'autres choses à ajouter peut-être? Oui, puis le défi aussi, c'est qu'on voulait se coller également à la réalité, le récit des enfants. Donc, tous les propos, parfois, c'est peut-être pas nécessairement un propos conceptualisé dans les travaux de recherche, mais on voulait se coller vraiment au récit. Donc, c'est vraiment des verbatims d'entrevue que vous entendez, qu'on a voulu restituer dans la vidéo pour faire vraiment un outil là, qui peut être transféré puis qui va faire écho directement à leurs propos par rapport à ça. Ce qu'on propose en fait pour la suite, on vous laisse garder un temps quand même d'échange, discussion avec vous. C'est ça la richesse d'un webinaire, puis permettre les rencontres numériques comme cette fois-ci. Vous avez nos coordonnées à Isabelle et moi sur le PowerPoint maintenant, puis les prendre en note, puis nous écrire, ça va nous faire plaisir également. Sachez que on pourra pas alourdir la présentation, on n'a pas mis toutes les références et tout ça, mais sachez que dans la présentation qui va être remise, en fait, vous allez avoir accès à tout ça. Puis, bien entendu, dans le livre également, La recherche centrée sur l'enfant, il y a tous les outils. Puis, il va y avoir toute une série de webinaires, je le rappelle, avec nos collègues, là, les auteurs, les autrices de l'ouvrage, qui vont pouvoir s'attarder à certains aspects de la situation. Je vous réfère à la programmation proposée par le CRUGEF dans les prochains mois. Il y a déjà quelques réactions, commentaires sur les Q&A, donc les questions-réponses. Je pense qu'on peut les prendre comme ça un peu en rafale puis discuter ensemble pour voir un peu puis réfléchir puis co-construire avec des réponses par rapport à ça. Je vous propose aussi de mettre fin au partage, comme ça on va pouvoir peut-être plus facile pour se voir à ce moment-là. Il y a une question, entre autres, en premier lieu, de Mathilde Ornier qui mentionne « Si l'on veut observer des comportements qu'on peut qualifier de naturels, entre guillemets, chez les enfants dans le cadre d'un projet de recherche mené en contexte scolaire, comment peut-on faire pour obtenir leur assentiment? » Là, ce que j'en comprends également par votre commentaire, Mme Dornier, c'est entre autres l'observation dans un contexte de technique de collecte, d'ethnographie davantage, je crois, qui réfère également avec votre deuxième commentaire en termes de relations de pouvoir, lorsqu'on est soi-même chercheur et enseignante, donc un double rôle, double chapeau. Ça pose des enjeux certainement, je pense que vous les avez ciblés. Plusieurs idées par rapport à ça. Moi, spontanément, peut-être je peux commencer, peut-être Isabelle, tu pourrais compléter. Je pense en termes de faire de la recherche donc ethnographique par observation. Et là, il faut se questionner sur la dimension participante ou non de l'observation sur le continuum, ce qu'on veut. Mais il faut garder en tête que notre présence même dans un environnement pour enfants influence les comportements. Donc, c'est sûr que par notre présence, les enfants vont se demander « T'es qui toi? » Tu es dans la cour d'école, je te vois, tu n'es pas un enseignant, tu n'es pas là au dîner, tout ça, comment tu t'intègres dans mon milieu? Donc, les gens vont se poser des questions. Donc, il faut déjà y réfléchir, bien entendu. Une des pistes qui peut être proposée, puis ça a été fait dans certaines recherches que j'ai consultées, c'est par exemple faire des alliances, quand on parlait des gatekeepers, là, tout ce que Isabelle a soulevé,
l'équipe scolaire, le personnel scolaire, l'équipe école également, mais aussi les comités de jeunes. Il y a plusieurs écoles qui ont des comités comme un peu électifs de jeunes qui participent à la vie scolaire. Bien, ça, on pourrait aussi peut-être les faire participer puis les engager dans la démarche pour réfléchir ensemble en termes de comment publiciser la recherche. Est-ce qu'on va être visible ou non, publiciser en termes de processus de recherche ou non, quel rôle on peut jouer? Ça, c'est pour la première question. Je me disais, ça y a peut-être une piste intéressante en incluant les enfants, puis également peut-être des séances d'information, des ateliers à faire en classe avec une petite présentation dynamique par rapport à ça pour dire, ben regarde, je m'intègre et en général, c'est au long cours. On fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le milieu scolaire pour s'intégrer à la vie quotidienne de l'environnement scolaire des enfants. Première chose. Peut-être concernant la relation de pouvoir, bien là, je me questionne, est-ce que vous êtes vous-même l'enseignante des enfants sur lesquels vous allez faire la recherche? Là, je pense que ça peut poser quand même des enjeux parce qu'en termes d'évaluation des notes, l'environnement scolaire, le rôle de chercheur, il peut probablement avoir des soucis éthiques, des tensions par rapport à un double rôle dans ce cas-là. Si ce n'est pas vos propres enfants dans votre classe, puis c'est une autre classe, bien là, c'est complètement une autre situation, je pense, qui est soulevée dans ce cas-là. Isabelle? Moi, j'aurais tendance à vraiment le dire directement aux enfants. Voici ce que je fais, voici ce que je vais faire dans la cour d'école. Puis, c'est deux choses qui sont complètement différentes avec quand j'enseigne et quand on fait les trucs en classe, puis quand je suis dehors en train d'observer. Et je ne sais pas si vous êtes dans un contexte québécois, mais c'est clair que si oui, les comités d'éthique et à la recherche ont dû vous demander de séparer clairement ces rôles-là parce que l'enjeu vraiment, c'est comme Kevin l'a expliqué, comment s'assurer que les enfants comprennent bien là, la différence entre les rôles et qu'un ne va pas être lié à l'autre. Mais en termes de consentement, dans un contexte où vous observez les enfants dans un contexte naturel à la récréation, par exemple, le midi, moi, j'aurais tendance à aller en classe et expliquer, en fait, aux enfants ce que je fais, puis pourquoi je le fais, puis laisser les enfants poser des questions. Il y a des questions concernant l'âge des enfants. À quel moment c'est peut-être optimal? Moi, si je me réfère à l'expérience qu'on a vécue, Isabelle et moi, là, dans le projet sur la diversité familiale, on s'est rendu compte là, que quand les enfants sont scolarisés, quand ils ont déjà commencé la maternelle première année, c'est facilitant parce qu'il y a comme la procédure, la tâche qu'on va leur proposer. Ben, ils vont le catcher, ils vont le comprendre, ils vont le capter peut-être plus facilement, expliquer les choses, la démarche, les tâches à faire, tout ça. Donc, un souci de compréhension. Quand c'est pas le cas, on sentait qu'avec un défi supplémentaire pour transmettre l'information, regarder leur point de vue, puis surtout vivre l'expérience de la collecte de données. Là, il y avait peut-être un souci. Donc, au partir de 5-6 ans, c'est quand même quelque chose qu'on avait vécu. Puis, plus jeune, là, peut-être voir Isabelle, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Fait que là, en termes d'âge, là, il y a peut-être ça qui va poser un défi, mais par la suite, après ça, il y a des questions également sur la collecte de données, différentes modalités. Par exemple, ça peut être comme nous, on a ce qu'on avait produit, en fait, avec une activité qu'on écrivait les noms des gens de son entourage. C'était vraiment une grande planche, un grand papier qu'on avait imprimé avec des couleurs aussi qui variaient selon les groupes d'âge. Puis, on pouvait faire après ça une activité comme ça, puis avec des crayons de couleur et tout ça, puis les gens écrivaient. D'autres techniques de collecte également avec des activités de bricolage. Ça peut être avec un arbre, puis là, on met des pommes. Donc, souvent, quand on a l'idée d'activité de détaillage, comme évoquait Isabelle, ça va faciliter l'activité, la collecte de données dans ce cas-là. Il y a aussi des gens dans l'ouvrage, en fait, une équipe en psychologie à Ottawa qui mentionnait, c'est avec les Playmobil, avec les petites figurines, là, ça permettait de recréer des mises en situation pour capter puis observer les réactions des enfants. Il y a aussi d'autres types là, de collecte de données, entre autres le groupe focalisé, la technique du focus group, là, entre autres, qui a été expérimentée par Eve Pouliot et son équipe à l'UQAC, avec des adolescents en milieu scolaire. Fait que ça aussi, c'est d'autres techniques là, qui est possible. En fait, qu'on observe en fait dans n'importe quel type de recherche, mais qu'il faut adapter, qu'il faut juste comme pouvoir montrer est-ce que c'est bien compris. D'où l'importance, puis je voudrais m'arrêter là-dessus, là, sur l'importance des pré-tests. L'importance de s'arrêter puis tester notre collecte de données, notre déroulement, le processus, pour voir un peu, nous, comme adultes, on pense on a notre affaire. Puis là, finalement, concrètement, on se rend compte des fois que c'est pas tout à fait bien compris. C'est pas si simple que ça, finalement. Un exemple de ça, c'est qu'au départ, quand je vous disais les cercles concentriques, là, les gens devaient mettre leur image. Au départ, l'équipe de recherche, on avait pensé à mettre des pictogrammes. On avait travaillé avec une illustratrice pour qu'elle puisse nous faire des visages de gens. Puis là, on trouvait que c'était plus dynamique, plus créatif. On trouvait ça bien le fun comme initiative.
Puis on s'est rendu compte, en fait, que les enfants, ça limitait, au contraire, ça inhibait l'émergence de leurs paroles parce que là, ils se concentraient seulement sur l'image. Puis là, si ça ne correspondait pas directement à ce qui avait en tête dans leur entourage familial, bien là, ça limitait les possibilités. Plutôt que d'offrir une gamme de possibilités, ce qu'on pensait, en fait, avoir comme retombée, finalement, ça ne s'est pas avéré. Puis là, on s'est rendu compte par les pré-tests que c'était peut-être pas gagnant comme formule. Voilà. Isabelle? Au niveau de l'âge, je vous dirais que c'est pas tant l'âge que la capacité de l'enfant à s'exprimer sur son point de vue. Moi, j'ai déjà eu des projets avec des enfants qui avaient 4 ans, qui nous parlaient de l'amitié, dont un petit garçon de 4 ans qui m'a dit « Moi, ça m'énerve que tous les adultes ils disent les amis à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui sont mes amis à la garderie. » Donc, puis c'est vrai que moi, je parlais comme ça à mes enfants moi-même. Je disais, les amis, mais tu sais. Et là, ça m'a amené moi-même la réflexion en disant, c'est vrai que c'est un peu ridicule. C'est comme si nous, on disait ça aux adultes. Les amis, mais tu sais, c'est pas des amis, c'est des collègues, c'est des inconnus, c'est d'autres personnes. Donc, ça dépend de ça. Donc, il peut y avoir des enfants qui ont 8-10 ans qui ont plus de difficultés, d'autres plus jeunes qui sont capables de s'exprimer. On n'a jamais eu de projet de recherche avec des co-chercheurs de 6 ans. Par contre, ce serait vraiment intéressant de développer. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, de développer un projet avec des 6 jeunes enfants. Il y a dans le livre, encore une fois, il y a un projet de recherche qui a été conduit en Europe avec des enfants quand même assez jeunes au milieu scolaire primaire qui agissaient comme co-chercheurs avec les chercheurs sur la question de la mobilité des enfants, les trajets scolaires là, entre la maison et l'école. Donc, ça se fait. Moi, je l'ai jamais essayé. Au niveau du consentement, j'essaie d'aller rapidement pour voir plusieurs trucs. Au niveau de l'assentiment, on peut obtenir l'assentiment des enfants très jeunes. Hein. Déjà 4-5 ans, ils sont en mesure de comprendre ce que ça veut dire. Nous, ce qu'on a détaillé, c'est vraiment une méthodologie très claire qui envoie au départ en premier ce qu'on appelle une lettre d'information. Donc, l'enfant lit la lettre avec son parent. Puis ça peut répondre aussi à la question sur les enfants qui ont une déficience intellectuelle que j'ai vu un peu plus bas, parce que cette méthodologie-là a été utilisée aussi par quelqu'un qui fait de la recherche avec des personnes en DI, adultes, là, adolescents, qui m'a écrit la semaine passée pour me dire que ça fonctionnait très bien. Donc, on envoie au préalable une lettre d'information. Il y a des pictogrammes là, avec 1 ou 2 mots à côté, 1 ou 2 phrases très courtes que l'enfant est lui-même capable de lire ou qu'il va lire avec son parent. Et on va reprendre la même chose au moment de la lettre de permission. Nous, on appelle ça comme ça une lettre de permission parce que la permission, c'est un mot qui est très bien compris par les enfants, donc donner la permission de quelque chose. Et les enfants, ça les valorise beaucoup parce qu'ils nous disent, c'est moi qui te donne la permission de travailler avec moi, on va dire oui et tout ça. Donc, il y a des pictogrammes et ça aide énormément. C'est pour ça que je fais référence au chapitre 6, là, parce que la méthodologie est détaillée et les différents formulaires selon les groupes d'âge sont également détaillés dans le chapitre. Puis en parlant des pré-tests, lorsqu'on avait essayé les pictogrammes, on s'était fait dire, on avait lu, puis ça disait qu'un des trucs qui est important de mettre dans le pictogramme, c'était la question d'un cadenas pour la confidentialité que les enfants comprenaient bien, alors que nous, les enfants comprenaient pas ce que ça voulait dire. Donc, on a choisi un emoji avec un bonhomme qui fait ça comme ça pour dire tout va être resté entre nous. Mais suite à ça, une fillette avec qui on avait en pré-test est sortie de la rencontre avec nous pour dire à sa mère, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait ensemble, mais j'ai pas le droit de t'en parler parce que c'est un secret. Évidemment, là, ça nous a mis dans une situation où on voulait pas que l'enfant soit pris dans un conflit de loyauté entre nous puis son parent. Et on a modulé ça par la suite. Et c'est pour ça qu'on a changé la phrase pour dire tout ce que toi, tu vas nous dire, moi, je vais le garder pour moi. Mais toi, tu peux en parler à qui tu veux. Tu as le droit d'en parler ou pas, c'est ton choix. Donc, ça a fait une grosse différence. Au niveau de la confidentialité pour les questions liées à la DPJ, la question de documenter la matière de signalement, évidemment, c'est un élément qui est important à faire. D'ailleurs, si ça a cours puis que c'est au Québec, il faut le déclarer au comité d'éthique qu'on est obligé d'avoir qu'on a une situation qui a incité un bris de confidentialité, donc un dévoilement. La même chose pour les situations non litigieuses, par exemple. De demander à l'enfant, veux-tu qu'on en parle avec ton parent après là, que tel ami n'a pas été gentil avec toi? Là, je reviens avec la question de Madame Dornier. On va faire ça avec les enfants. Très généralement, ils vont nous dire oui. Des fois, on va demander c'est qui l'adulte à qui tu pourrais en parler? Ben, ma professeure ou mon prof d'éduc ou mon prof de musique, whatever. Puis, l'enfant le fait. Mais encore une fois, ici, en contexte québécois, il faut ensuite informer le comité d'éthique comme quoi il y a une brèche à la confidentialité. C'est-à-dire que si nous, on a aidé
l'enfant à le faire, ou si nous, on a parlé. On a eu à faire ça. Si on a recontacté l'enfant ensuite aussi, là, il faut avertir le comité d'éthique qu'on a recontacté l'enfant pour voir si la situation avait été résolue. Les différents types de médiums de collecte de données, écoutez, c'est vraiment, je vous dirais, c'est en lien avec la créativité dont vous êtes capable de faire preuve. On a vu, il y a différents types, le dessin, la peinture, les figurines, c'est quelque chose qui est très commun, mais on a aussi la photo, donc des éléments qui sont liés à des photos qui fonctionnent très bien. C'est intéressant parce que la chercheure qui explique cette méthodologie-là dans le livre au niveau de la photo, bien, ce qu'elle dit, c'est que le temps que je prends quand j'arrive avec le jeune, puis que je mets la photo, tu sais, que je télécharge sur l'ordinateur les photos, puis que je regarde avec l'enfant, ça nous permet d'avoir un small talk qui permet de créer un lien de confiance avant de rentrer dans le sujet plus litigieux. Donc, c'est un élément intéressant. Il n'y a pas vraiment de médium qui fonctionne plus que d'autres. Je dirais vraiment, c'est de faire là, comme Kevin dit, là, des tests. Et nous, tous les enfants qu'on connaît dans notre entourage ont essayé une multitude de méthodologies différentes pour voir si ça fonctionne. En fait, puis même guider nos tests, nos guides d'entrevue, une de nos étudiantes à Kevin et moi de maîtrise, hier, nous a écrit après un pré-test pour dire « Mon Dieu, je pose même pas ces questions-là qui sont essentielles, en fait, à mon projet de recherche, puis je les pose même pas. » Puis on avait passé à travers le guide plusieurs fois, puis c'est en faisant le pré-test qu'on s'en est aperçu. Donc, Kevin, tu veux-tu continuer pour d'autres questions? Oui, on aurait peut-être encore un petit 2 minutes concernant l'idée. Il y a une question intéressante, je trouve, de Sedi Ibrahima. Si vous avez un enfant dans une équipe de recherche, pensez-vous qu'obtenir des données fiables dans un focus group avec des enfants du même âge, ça pose un peu l'enjeu de dire les enfants comme co-chercheurs, co-chercheuses aussi. Il y a certains auteurs qui mentionnaient attention. Hein, oui, ça peut nous plaire, c'est intéressant en termes de participation sociale des enfants dans le processus de recherche, mais il faut vraiment le préparer, il faut le penser également. Il y a certaines personnes, des auteurs et autrices, qui évoquent certaines réserves parce que ça peut emmener un fardeau supplémentaire sur les épaules des enfants quand ils doivent eux-mêmes interroger des collègues de classe ou des amis dans un groupe de pairs. Donc, l'idée de co-chercheur, c'est pas une panacée, il faut vraiment le planifier puis savoir un peu c'est quoi les avantages et inconvénients dans cette démarche-là, pourquoi on veut le faire, à quels égards, puis c'est quoi les enjeux qui peuvent être soulevés. Lorsque, dans un contexte de co-chercheurs, co-chercheuses, donc là, qui sont même partie prenante de la collecte de données, parce que par la suite, si, par exemple, un enfant révèle les situations, puis c'est l'enfant qui reçoit ça comme données, comme récit, comme confidence, bien là, est-ce qu'il est préparé, est-ce qu'il est outillé? Bref, ça soulève aussi des enjeux. Donc, ça, c'est également à prévoir dans le protocole de recherche, puis à discuter au sein de l'équipe, puis aussi avec les enfants. Puis peut-être qu'il y avait aussi des gens aussi je vois dans le chat, dans la conversation, puis dans les Q&A qui mentionnaient, je pense les groupes de parole, rassembler des enfants, particulièrement ça s'est fait en milieu scolaire aussi. J'ai vu aussi certaines initiatives, donc les groupes focalisés, les groupes de parole aussi, ça permet également de briser l'isolement, ça permet de libérer une parole aussi sur les enjeux que les enfants peuvent vivre de façon similaire. Donc, ça peut être fait dans différents contextes. Là, il y a une question, par exemple, dans le contexte autochtone aussi. Ça peut être fait l'idée parfois, on va adopter les mots. Hein, on parle de groupe focus, mais ça peut être un groupe de parole ou un groupe de partage. Ou il y a également des initiatives. J'ai une étudiante, elle, qui fait l'idée comme le show and tell. Hein, c'est un peu en milieu scolaire, c'est que j'ai un objet, puis je te le montre, je l'explique. Donc, avoir un prétexte pour aborder une situation, puis je le présente aux gens du groupe. Également, c'est des petites perspectives d'animation qui peuvent poser en place, en fait, un espace sécuritaire dans lequel les enfants vont se sentir à l'aise de parler de leur vécu. Fait que ça, c'est le genre de truc-là, mais ça tombe dans l'animation. Hein, c'est ce genre de truc-là, comment on peut mettre en place les conditions gagnantes pour que les enfants vont se sentir à l'aise d'aborder leur situation.